Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons continuer à la découverte des Azure Storage Services, des services de stockage Azure, et nous allons aborder le service table de stockage Azure. Le Table Storage est un service qu'on va utiliser, qui est un service de stockage NoSQL, accessible via HTTP et HTTPS. Comme les autres services Azure, l'URL se construit sous la forme de compte de stockage qu'on a créé préalablement, .table, .core, .windows, .net. Après, le slash, on va avoir le nom de la table. Et en dessous, dans la requête, on récupérera l'entité, les propriétés. Comme c'est un service de stockage de données structurées, on peut faire des requêtes filtrantes dessus, et dans ce cas-là, on passera nos filtres dans l'URL après le nom de la table. Donc ça utilise le format OData pour cela, et c'est comme ça qu'on filtrera les données de nos tables. Alors donc voilà comment ça va se décomposer notre contenu. On a d'abord le compte de stockage qui est en haut, comme le reste, comme les autres services, slash la table, et dans ces tables, en fait, on peut récupérer des entités qui sont l'équivalente de lignes dans une base de données plus classique. Alors, comment ça se construit l'Azure Table? Donc, une Azure Table, c'est une base de données NoSQL, et donc elle est idéale pour stocker des données structurées et non relationnelles. Dans Azure, c'est l'option la moins chère en service managé pour stocker des services, pour stocker des données de façon structurée en mode NoSQL. Donc l'utilisation courante du stockage de table, ça va être des terras de données structurées qui vont nous servir à servir des applications à l'échelle du web. Donc c'est une base de données clé-valeur, NoSQL clé-valeur. Le stockage de jeux de données qui ne nécessite pas de jointure complexe, forcément parce que ce n'est pas une base de données relationnelle, donc pas de jointure. Si on a besoin de faire des clés étrangères ou des procédures stockées, c'est de la même façon en fait, ce sera du côté code. Donc c'est pour toutes les tables qui peuvent être dénormalisées pour un accès rapide. Donc qu'est-ce qu'on a comme propriété système dans toutes les tables? Ces propriétés, en fait, elles vont être incluses automatiquement pour chaque entité d'une table. On a au moins ces trois propriétés-là dans chaque table. C'est un schéma flexible, donc avec peu de relations, pas de relations, et deux schémas colonnes différentes peuvent cohabiter dans la même table. Donc les trois propriétés qu'on va avoir forcément dans chaque table, ce sera la propriété partition key, qui sert de base au partitionnement des tables. On va avoir la propriété row key, qui est un identificateur unique au sein d'une partition. Et enfin, on a la propriété timestamp. Cette valeur, c'est un datetime qui est conservé côté serveur pour enregistrer l'heure de la dernière modification de l'identité. Ensuite, vous pouvez avoir n'importe quelle propriété, du moment qu'elle respecte les propriétés. Alors de retour dans l'explorateur de stockage, encore une fois, pour explorer le côté table qu'on n'a pas encore exploré. Donc on va ajouter une nouvelle table dans notre compte de stockage, qu'on va appeler, encore une fois, il y a toujours des règles pour que ça rentre dans une URL, donc vous n'avez pas le droit d'utiliser des caractères spéciaux comme point d'interrogation ou autre. Donc l'explorateur de stockage me permet de faire ça simplement. Évidemment, l'objectif du table storage est de tout faire programmatiquement avec du code. Donc je vais ajouter une entité. Donc comme j'expliquais auparavant, voilà, vous avez forcément du coup au minimum une partition key et une row key. Je vais du coup lui ajouter mes deux partition key et row key. La clé primaire, si vous voulez, pour correspondre avec une clé primaire, un index, ça va être la combinaison des deux par rapport à une table plus classique.
Donc je vais l'appeler démo PK et l'autre je vais l'appeler démo RK. Voilà. Je vais ajouter une autre entité pour mon exemple que je vais appeler couleur. Voilà. Et bleu. Donc je vais insérer cet élément-là. Du coup, j'ai cet élément qui a été ajouté dans ma table. Et je vais ajouter une deuxième entité. Comme j'expliquais, on a toujours la possibilité d'avoir comme c'est un système schémaless, en fait, on a la possibilité d'avoir d'autres enregistrements avec d'autres propriétés. Donc colonne, c'est schéma flexible. C'est voilà, on est toujours dans un monde NoSQL. Donc on a toujours la possibilité d'avoir plusieurs dans la même table, plusieurs versions du schéma qui cohabitent. Et contrairement à une table SQL classique, on n'aura pas d'enregistrement nul ou 0. C'est juste, voilà, on récupère des enregistrements et ces enregistrements sont différents. Donc on a la possibilité de filtrer, hein, comme j'expliquais dans l'URL, de faire des requêtes sur notre table. Par contre, si on a beaucoup d'enregistrements, on n'a pas la possibilité de mettre d'autres index que notre index qui est composé de partition key plus la row key. Donc voilà, s'il y a beaucoup d'enregistrements dans cette table, si vous voulez faire des filtres sur un champ, forcément ce sera plus lent. Voilà, on peut toujours après supprimer des enregistrements. Donc là, on est libre de supprimer des lignes. Et après, si vous voulez modifier, vous ne pouvez pas modifier une entité, il faut la supprimer et la réécrire. Voilà pour cette démo du table storage. Je vais supprimer ma table pour terminer cette démo. Voilà ma table. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon rapide sur le table storage. Il y a une autre option à savoir qu'on verra plus tard dans Cosmos DB. Cosmos DB, vous avez la possibilité d'utiliser le même schéma que le même API que pour le table storage. Mais ça, ce sera l'objet d'une future vidéo. Donc on se retrouve pour une future vidéo.